Tout a commencé par un refus cruel, une porte claquée au nez de deux adolescentes pleines de rêves, Aïssa et Léa Camara, par une agente de porte à l'aéroport JFK. Ce n'était pas un simple contretemps, mais une injustice criante, une blessure infligée par le mépris et la discrimination. Ce qui a suivi n'était pas seulement une revanche, mais une tempête qui a fait trembler une compagnie aérienne entière, paralysant des milliers de vies et révélant au monde le coût dévastateur du préjugé. Voici l'histoire d'une indignation qui a transformé une humiliation en un cri de justice, une leçon inscrite dans le chaos. Si cette histoire vous touche, si vous croyez en la justice, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour montrer que vous refusez l'injustice. L'air dans le terminal 4 de l'aéroport international John F. Kennedy vibrait d'une énergie frénétique, un mélange chaotique de valises roulantes, d'annonces nasillardes et de conversations dans une mosaïque de langues. Pour Aïssa et Léa Camara, deux sœurs jumelles de 16 ans, cet environnement était une symphonie d'espoir et de liberté. Dans leurs mains, elles tenaient des billets précieux, 2 sièges en classe affaires sur le vol 104 de Global Skyways, destination Paris-Charles de Gaulle. Ce voyage n'était pas une simple escapade, c'était l'aboutissement de années de travail acharné. Accepté dans un programme estival prestigieux à la Sorbonne, un cours intensif de 6 semaines sur la littérature et la philosophie pour les lycéens surdoués, les jumelles incarnaient la promesse d'un avenir brillant, identique en apparence. Des tresses complexes cascadant sur leurs épaules, des yeux pétillants d'intelligence, une stature élégante qui les faisait paraître plus mûres que leur âge, elles étaient pourtant distinctes dans leur essence. Aïssa était une flamme vive, son rire éclatant, ses opinions tranchantes, affrontant le monde avec une audace joyeuse. Léa, plus réservée, observait tout, un carnet et un stylo toujours à portée de main, capturant les détails du monde avec une précision presque poétique. « Tu te rends compte, Léa » s'exclama Aïssa, ses yeux brillants fixés sur l'immense panneau des départs. « Dans 8 heures, on sera à Paris. Les cafés, les librairies, les rues pavées. » Léa sourit, ajustant une tresse rebelle derrière son oreille. « Moi, c'est la bibliothèque Sainte-Geneviève qui m'excite. Tous ces manuscrits anciens. »« Nerfs » taquina Aïssa, en donnant un coup d'épaule à sa sœur. Leur père, Idriss Camara, les avait déposés 1 heure plus tôt. Grand, imposant, avec une voix douce et un costume impeccablement taillé dégageant une odeur de cèdre, il les avait serrés dans ses bras. « Appelez-moi dès que vous atterrissez, » avait-il ordonné, ses yeux sérieux. « Et veillez l'une sur l'autre. Le monde est vaste, mais ensemble, vous êtes invincibles. » Idriss était le pilier de leur vie confortable. Fondateur et PDG d'Auroratech, un géant de la cybersécurité et des logiciels logistiques, il avait bâti un empire à partir de rien. Son code complexe soutenait des entreprises du Fortune 500, y compris, ironiquement, des compagnies aériennes comme Global Skyways. Mais pour ses filles, il n'était pas un magnat. C'était juste papa, celui qui les faisait réviser leurs leçons d'histoire, leur apprenait à coder, et répondait toujours à leurs appels. Les jumelles traversèrent les contrôles de sécurité avec l'aisance de voyageuses aguerries, leur excitation palpable. C'était leur premier voyage international seul, un rite de passage monumental. Arrivées à la porte B32, elles s'installèrent dans les sièges moelleux de la zone d'embarquement, observant l'équipe au sol s'affairer autour de l'énorme Boeing 777 qui les emmènerait à Paris. La porte était un microcosme du monde. Une famille italienne tentait de calmer 2 enfants turbulents, un groupe d'étudiants échangeait des écouteurs, un homme d'affaires en costume froissé tapait frénétiquement sur son ordinateur. À la tribune, orchestrant les annonces, se tenait une femme aux cheveux blonds coupés en un carré sévère, son badge indiquant « Hélène Dubois, superviseur de porte ». Hélène se mouvait avec une énergie brusque, sa voix tranchante, dénuée de chaleur. Elle scrutait les passagers avec un dédain ennuyé, son regard s'attardant plus longtemps sur certains, comme si elle les jugeait indignes. Aïssa et Léa, absorbées par leur discussion sur les pièces de théâtre parisiennes qu'elles voulaient voir, ne lui prêtaient aucune attention.
L'embarquement prioritaire pour les familles avec jeunes enfants et les passagers nécessitant une assistance spéciale est terminé, annonça Hélène dans le microphone, sa voix résonnant avec une froide autorité. Nous commençons maintenant l'embarquement pour les passagers de première classe et classe affaires. C'est nous, s'écria Aïssa, saisissant son sac à main. Elles rejoignirent la file ordonnée, passeport et carte d'embarquement en main. L'homme d'affaires devant elle fut scanné avec un hochement de tête rapide. Puis ce fut leur tour. Aïssa, rayonnante, tendit ses documents à Hélène. L'agente les prit sans un regard, son sourire forcé ne touchant pas ses yeux. Elle scanna la carte. Puis elle examina le passeport, avant de lever les yeux vers le visage d'Aïssa. Son sourire s'effaça, remplacé par une moue à peine perceptible. Elle tapa sur son clavier, les sourcils froncés. « Un instant, s'il vous plaît, dit-elle, sa voix soudain glaciale. Elle répéta le même manège avec les documents de Léa. Bip. Un long regard sur le passeport, un autre sur Léa, encore du tapotage. La file derrière, elle s'allongeait, et quelques passagers s'agitaient, impatients. « Y a-t-il un problème ?» demanda Aïssa, son enthousiasme s'estompant. Hélène Dubois releva enfin les yeux, son regard clinique et froid. Elle tenait leur passeport comme s'ils étaient souillés. « Je vois une alerte sur ces billets, dit-elle, assez fort pour que les gens autour entendent. Je vais devoir vous demander de vous écarter. » Les mots tombèrent comme une sentence, lourds et laids. « Écartez-vous » Dans l'anonymat bouillonnant de l'aéroport, elle venait d'être pointée du doigt. Et lorsque les yeux bleus pâles d'Hélène balayèrent leurs tresses, leur peau brune, leur tenue soigneusement choisie, une peur familière s'installa dans l'estomac de Léa. Ce n'était pas une question de billets, c'était autre chose, bien plus vile. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle alerte ?» demanda Aïssa, mêlant confusion et indignation. Hélène offrit un sourire mince, presque moqueur. « C'est une vérification de sécurité aléatoire. Le système signale parfois des billets pour des contrôles supplémentaires. Écartez-vous, vous bloquez la file. » Elle désigna un coin de moquette stérile près du comptoir de service client, une zone réservée aux « problèmes ». Le mot « aléatoire » sonnait faux, comme une insulte déguisée. Léa observa une famille blanche en classe affaires scanner leurs cartes et descendre la passerelle sans un regard d'Hélène. Les jumelles s'écartèrent, une bulle d'humiliation les enveloppant. Les regards des autres passagers, curieux, agacés ou détournés, étaient comme des aiguilles sur leur peau. « C'est absurde », murmura Aïssa, les bras croisés. « Papa a réservé ses billets lui-même il y a des mois. Ils sont parfaits. »« Reste calme », chuchota Léa, bien que son propre cœur battait la chamade. Elle avait l'habitude de tout documenter, une manière de comprendre le monde. Sa main glissa vers son téléphone, mais elle se retint. Pas encore. Hélène continua l'embarquement, sa voix redevenue professionnelle, ignorant les deux filles reléguées sur le côté. Elles étaient à la fois invisibles et trop visibles, un paradoxe cruel. Une femme âgée, Marie Lefebvre, une retraitée française en route pour rendre visite à sa fille à Paris, observait la scène depuis son siège. Ses lunettes glissaient sur le bout de son nez, elle fronça les sourcils en voyant les jumelles mises à l'écart. « Excusez-moi, » dit-elle en se levant, sa voix tremblante mais ferme. « Ces jeunes filles ont des billets valides. Pourquoi les traitez-vous ainsi ?» Hélène tourna la tête, un sourire narquois aux lèvres. « Madame, retournez à votre place. Ce n'est pas votre affaire. Occupez-vous de vos bagages. » Le ton condescendant fit rougir Marie, qui serra son sac à main contre elle, humiliée. 5 minutes passèrent, interminables. Aïssa, incapable de se contenir, retourna au comptoir. « Madame, » dit-elle, la voix ferme, « pouvez-vous nous dire quel est le problème précis? Notre vol va partir. » Hélène leva les yeux, exaspérée. « Comme je l'ai dit, » articula-t-elle lentement, comme à une enfant, « c'est une alerte du système. J'attends une autorisation. » « Une autorisation de qui? Pouvons-nous leur parler ?» insista Aïssa. « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » rétorqua Hélène, son vernis professionnel se fissurant. « Si vous continuez à être perturbante, je peux vous faire expulser de la zone d'embarquement. » La menace était brutale, le déséquilibre de pouvoir absolu. Aïssa recula, choquée.
Elle était une élève brillante, une championne de débat. Elle n'était pas perturbante. Mais sous les néons de la porte B32, elle n'était qu'un problème. Léa posa une main apaisante sur le bras de sa sœur. « Madame, dit-elle à Hélène, sa voix polie mais tendue, notre père attend notre appel pour confirmer l'embarquement. Pouvez-vous nous dire si c'est un problème avec nos passeports ou nos visas ?» Les yeux d'Hélène se plissèrent. « Écoutez, je n'ai pas le temps d'expliquer les protocoles de sécurité à vous deux. Vos billets sont signalés comme irréguliers. » Irréguliers? Aïssa explosa, sa voix montant. « Ce sont des billets électroniques standards émis par votre compagnie. Ce sont des billets en classe affaires. » Hélène baissa la voix, adoptant un ton conspirateur et méprisant. « Justement. Des billets comme cela attirent l'attention. Parfois, ils sont achetés avec des points frauduleux ou des cartes volées. Il faut être prudent. » Puis, avec un sourire venimeux, elle ajouta « Vous ne semblez pas vraiment à votre place ici, n'est-ce pas ?» L'insulte était si crue, si odieuse, qu'elle coupa le souffle des jumelles. Deux jeunes filles noires en classe affaires? Pour Hélène, cela ne collait pas. Son algorithme de préjugés avait rendu son verdict. Elle ne pouvait pas être légitime. La foule autour commença à murmurer, certains lançant des regards désapprobateurs, d'autres baissant les yeux, complices par leur silence. Marie, la retraitée, tenta à nouveau d'intervenir. « C'est scandaleux !» s'écria-t-elle. « Vous les accusez sans preuve !» Hélène se tourna vers elle, son ton glacial. « Madame, si vous continuez, je vous fais sortir aussi. Asseyez-vous. » Marie, tremblante de rage, fut forcée de battre en retraite, les larmes aux yeux. Aïssa sentit une colère brûlante monter en elle. « Vous nous accusez de vol? C'est ça, votre problème? Parce qu'on est noir ?» Les têtes se tournèrent, les chuchotements s'intensifièrent. Hélène, sentant qu'elle perdait le contrôle, durcit le ton. « Je n'ai rien dit de tel. Le système a signalé vos billets. Maintenant, taisez-vous et attendez, ou je fais venir la sécurité. » L'appel final pour le vol 104 retentit, un coup de poignard dans leurs espoirs. La passerelle se refermait, le personnel au sol s'éloignait. Hélène allait laisser l'avion partir sans elle, un acte délibéré d'exclusion. Léa vit le visage de sa sœur s'effondrer, mêlé de rage et de douleur. Leur rêve de Paris, de la Sorbonne, s'évanouissait à cause des soupçons infondés d'une femme abusant de son petit pouvoir. C'est alors que Léa sut qu'elle devait agir. Elle sortit discrètement son téléphone, sans encore appuyer sur « Enregistrer ». Elle voulait une dernière preuve, un refus officiel. « Nous voulons parler à votre supérieur, dit-elle, la voix tremblante mais résolue, en s'approchant du comptoir avec Aïssa. Hélène, un sourire triomphant aux lèvres, saisit son téléphone. « Bien sûr, dit-elle sarcastique. Je vais appeler mon superviseur, Pierre. Il vous dira exactement la même chose. » Elle pensait se débarrasser d'un problème. Elle ignorait qu'elle venait d'allumer la mèche d'une bombe. Pierre Laurent arriva 5 minutes plus tard, un homme d'une quarantaine d'années, l'air las, la cravate desserrée, comme si chaque passager était une nuisance. Il écouta le compte-rendu murmuré d'Hélène, hochant la tête, ses yeux glissant vers les jumelles, avec une lassitude déjà biaisée. « Bon, mesdemoiselles, dit-il sans même demander leur nom, Hélène m'a dit qu'il y a un souci avec vos billets. »« Il n'y a aucun souci, » rétorqua Aïssa, la voix vibrante de colère contenue. « Votre employé a décidé, sans raison, qu'on ne peut pas monter à bord. Elle nous accuse de fraude. » Pierre soupira, exaspéré. « Personne n'accuse personne. Nous avons des procédures. Vos billets ont été signalés par le système. C'est pour la sécurité et la prévention des fraudes. »« Quelle fraude ?» demanda Léa, son pouce planant au-dessus du bouton d'enregistrement. « Nous pouvons vous montrer la confirmation par email, la carte de crédit de notre père. » Pierre leva une main, un geste de rejet total. « Ça ne marche pas comme ça. Une fois le système signalé, c'est hors de notre contrôle. » C'était un mensonge flagrant. Léa savait qu'un superviseur pouvait contourner presque n'importe quel problème à la porte. Son refus était un choix. La passerelle était fermée, l'avion prêt à décoller. Leur rêve s'envolait. Les larmes montèrent aux yeux d'Aïssa, qu'elle repoussa avec fureur. « Donc, c'est tout? Vous nous laissez ici ?»
On n'a rien fait de mal. On a un programme à rejoindre. Pierre les regarda, deux adolescentes désespérées. Il ne voyait pas des étudiantes brillantes, mais un problème à régler. Écoutez, dit-il, son ton passant de dédaigneux à paternaliste. Je peux vous réserver un vol demain matin si vous réglez le problème de paiement au bureau principal. L'insulte était si profonde qu'elle leur coupa le souffle. Il insinuait que leur argent, leur légitimité, leur présence même en classe affaires était douteuse. Léa appuya sur le bouton d'enregistrement. Un point rouge apparut sur son écran. « Juste pour être clair, » dit-elle, la voix étrangement calme. « Vous nous refusez l'embarquement sur le vol 104 pour Paris, pour lequel nous avons des billets valides à cause d'une alerte non vérifiée, et vous suggérez que nos billets sont frauduleux. » Pierre plissa les yeux, déconcerté par son ton formel. « Je dis que vous devez régler la vérification du paiement. C'est la procédure. Et vous êtes l'autorité suprême ici ?» poursuivit Léa. « Je suis le superviseur de service, » répondit-il, catégorique. « La décision est définitive. » Il leur tourna le dos, discutant à voix basse avec Hélène, échangeant un regard de victoire complice. Aïssa craqua, une larme roulant sur sa joue. « Qu'est-ce qu'on fait, Léa ?» murmura-t-elle, brisée. Léa arrêta l'enregistrement. Elle avait ce qu'il fallait. « On fait ce que papa nous a toujours dit, » répondit-elle, la voix basse et déterminée. « Quand quelqu'un refuse d'écouter, on passe au-dessus. » Elle regarda le dos de Pierre, le logo de Global Skyways, sur son uniforme. Il pensait être le maître ici. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Léa ouvrit ses contacts, trouva l'entrée. « Papa ». Sa main trembla légèrement. Ce n'était pas un simple appel, c'était une déclaration de guerre. Un simple appel téléphonique a suffi pour faire trembler les fondations de Global Skyways, transformant un terminal grouillant de vie en un champ de chaos. Ce n'était pas une panne technique banale, ni une tempête météorologique, mais une vengeance calculée, orchestrée par un père furieux, Idriss Camara, dont les filles avaient été humiliées par l'arrogance et le préjugé d'une poignée d'employés. À l'aéroport JFK, les écrans s'éteignaient un à un, les vols s'arrêtaient et le désordre s'amplifiait, tandis qu'Hélène Dubois et Pierre Laurent, inconscients de la tempête qu'ils avaient déclenchée, continuaient de rejeter la faute sur un système défaillant. Mais ce système n'était pas défaillant. Il était une arme, manié avec une précision chirurgicale par un homme qui refusait de laisser l'injustice triompher. Ce qui suit est une plongée dans l'œil de l'ouragan, où la colère d'une famille a ébranlé une industrie entière. Dans le Terminal 4, l'atmosphère, autrefois vibrante d'excitation, s'était muée en un chaos palpable. Les écrans d'affichage des départs clignotaient, passant du bleu rassurant des horaires à un noir inquiétant, orné d'un message laconique: audit d'intégrité du système en cours. Toutes les opérations aux portes sont temporairement suspendues. Veuillez patienter. À la porte B32, Pierre Laurent fixait son terminal, perplexe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna-t-il, tapant frénétiquement sur son clavier, comme si la force brute pouvait ramener l'écran à la vie. Hélène Dubois, à ses côtés, pointa son propre écran. « Le mien est bloqué aussi, » dit-elle. Une pointe d'inquiétude perçant son ton habituellement autoritaire. Une voix paniquée crépita dans leur système de communication interne. À tous les superviseurs de station, nous avons une panne réseau complète. Tous les systèmes des portes sont hors service. Je répète, toutes les portes sont inopérantes. Le désordre commença comme une vaguelette, mais en quelques minutes, il devint un raz-de-marée. À la porte B34, l'embarquement pour un vol à destination de Miami s'arrêta net. Les scanners refusaient de fonctionner. Les ordinateurs restaient muets. À la porte B30, un opérateur de passerelle ne pouvait plus commander le retrait de la rampe d'un avion venant de Chicago, laissant les passagers coincés sur le tarmac. En 5 minutes, chaque écran de Global Skyways dans le terminal 4 s'éteignit, affichant le même message sinistre. Les grands panneaux des départs, qui listaient des dizaines de vols, se vidèrent, ne montrant plus que le logo de la compagnie et les mots. Retard à l'échelle du système. Les passagers, d'abord confus, commencèrent à s'agiter. Les agents au guichet ne pouvaient plus émettre de billets. Les bagagistes regardaient, impuissants, les tapis roulants figés. Les pilotes,
dans leur cockpit, voyaient des messages d'erreur clignoter sur leur système de gestion de vol, incapables d'obtenir les données finales de chargement. Le système nerveux numérique de toute l'opération américaine de Global Skyways venait d'être sectionné à la base. À quelques mètres de la porte B-32, Aïssa et Léa, assises près d'un stand Starbucks, observaient le chaos se déployer. Elles ne comprenaient pas encore le lien avec l'appel de Léa à leur père. Elles voyaient simplement les agents gesticuler, les téléphones sonner sans relâche, et les passagers former des foules furieuses au comptoir. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Aïssa, fascinée par l'ampleur du désastre. Léa, les yeux écarquillés, repensa au ton de son père. « Je vais m'en occuper. » Elle avait imaginé un email cinglant ou un appel à un cadre. « Pas ça. »« Aïssa, » dit-elle lentement, sa voix mêlée d'admiration et d'une pointe de crainte. « Je crois que papa est en train de régler ça. » Pendant ce temps, à Manhattan, dans la salle de réunion du 40e étage de la tour Aurora Tech, Idriss Camara était une statue de rage contenue. Le panorama de gratte-ciel scintillant derrière les baies vitrées semblait appartenir à un autre monde. Il venait de raccrocher avec Léa, sa voix tremblante résonnant encore dans son esprit. « Ils nous ont accusés de fraude, papa. Ces filles, ces brillantes et courageuses filles, avaient été réduites à des suspects par une agente mesquine et un superviseur complice. » Idriss n'était pas seulement un père en colère. Il était un homme dont l'empire technologique donnait vie au système qui faisait tourner le monde, y compris celui de Global Skyways. Son logiciel, le protocole Cerber, était l'épine dorsale de la compagnie aérienne, gérant tout, des billets aux bagages en passant par les horaires des équipages. Et dans ce contrat, Idriss avait inséré une clause, un levier de dernier recours, la clause 12B, permettant un audit d'intégrité immédiat, sans préavis, en cas de menace juridique ou éthique. Pour les avocats de la compagnie aérienne, c'était une formalité. Pour Idriss, c'était une bombe nucléaire. Il composa le numéro de Claire Moreau, sa directrice des projets spéciaux. Claire, une ancienne experte en cybersécurité du MI6, était la cerveau derrière Cerber. « Claire, » dit Idriss, sa voix d'un calme mortel, « j'ai des raisons de croire qu'un client représente une menace juridique et éthique majeure pour Aurora Tech. Je veux invoquer la clause 12B du protocole Cerber. » Un silence choqué suivit. « Idriss, vous savez ce que ça implique ?» répondit Claire. « Un audit complet gèlera toutes leurs opérations actives. On parle d'immobiliser leur flotte entière. »« Je suis conscient, » répondit Idriss, sa voix aussi froide qu'une lame. « Le client est Global Skyways. Commencez par leurs opérations nord-américaines. Immédiatement. » Claire, habituée aux décisions audacieuses d'Idriss, comprit qu'il ne plaisantait pas. « C'est parti, » dit-elle. « La tempête numérique arrive. » À JFK, le chaos s'intensifiait. Les passagers, furieux, criaient sur les agents débordés. Une mère, Clara Rossi, une Italienne voyageant avec son fils de 6 ans, Matteo, se tenait à la porte B-33, où son vol pour Rome avait été stoppé. Matteo, en larmes, agrippait son doudou, un éléphant en peluche. « Pourquoi on ne peut pas monter, maman ?» pleurait-il. Clara, exaspérée, brandit ses billets. « Ce sont des billets confirmés !» cria-t-elle à un agent, un jeune homme nommé Julien. Mais Julien, nerveux, haussa les épaules. « C'est le système, madame. Il est bloqué. » Hélène Dubois, passant par là, intervint avec un rictus. « Retournez à votre place, » ordonna-t-elle à Clara. « Et calmez votre enfant, il dérange tout le monde. » Matteo éclata en sanglots, et Clara, rouge de colère, murmura en italien. « C'est inhumain. » Aïssa et Léa, témoins de la scène, sentirent leur indignation monter. Ce n'était pas seulement leur histoire, c'était un schéma, une machine de mépris qui broyait quiconque ne correspondait pas au moule d'Hélène. Julien, le jeune agent, s'approcha discrètement des jumelles pendant une pause. « Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé, » murmura-t-il, jetant un regard nerveux vers Hélène. « Elle fait ça souvent. J'ai vu des plaintes contre elle, mais les managers les étouffent toujours. » Léa, son carnet mental toujours actif, nota chaque mot. « Pourquoi personne ne fait rien ?» demanda-t-elle. Julien baissa les yeux.
Parce que Pierre la protège. Ils se couvrent mutuellement. À cet instant, Pierre Laurent surgit, son visage rouge de stress. « Julien, aboya-t-il, retourne à ton poste ou je te fais virer pour avoir parlé aux passagers. » Julien s'éloigna, tête basse, mais son aveu avait planté une graine dans l'esprit de Léa. Cette injustice n'était pas isolée, c'était systémique. Dans le centre des opérations nord-américaines de Global Skyways à Dallas, les alarmes hurlaient. Antoine Berger, le PDG, fut arraché à une réunion par son directeur technique, Marc Dubois. « C'est Aurora Tech », expliqua Marc, le visage blême. « Ils ont déclenché la clause 12B. Ils nous ont gelés. Tout ce qui dépend de Cerbère est hors service. JFK est à l'arrêt. Newark est à l'arrêt. Boston Suite. » Ça se propage. Antoine, incrédule, aboya. « Pourquoi ? On vient de renouveler leur contrat pour 120 millions par an. Appelez Idriss Camara, tout de suite. » Après 10 minutes d'efforts frénétiques, son assistante parvint à joindre Idriss dans sa salle de réunion à Manhattan. « Idriss !» cria Antoine, à bout de souffle. « Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez paralysé mon hub américain. On perd des millions à la minute. C'est une trahison. » Léa. Idriss laissa la tirade s'épuiser, puis répondit, sa voix un murmure glacial. « Bonjour Antoine. J'attendais votre appel. Ce n'est ni une panne, ni un piratage. C'est un audit délibéré, exécuté selon les termes exacts de notre contrat. Mon système fonctionne parfaitement. Il fait exactement ce que je lui ai ordonné. » Un silence stupéfait envahit le centre de Dallas. Antoine bégaya. « Mais pourquoi, bon sang ?» Idriss se pencha vers le téléphone, ses mots pesés comme des lames. « Parce qu'il y a 1 heure. À la porte B30, 2 de JFK, 2 de vos employés, Hélène Dubois et Pierre Laurent, ont discriminé mes filles de 16 ans, Aïssa et Léa. Ils leur ont refusé l'embarquement sur un vol en classe affaires, les ont accusées de fraude, les ont humiliées devant tout le monde, et tout ça parce qu'elles sont noires. Ils ont jugé qu'elles n'avaient pas leur place là. Cette action expose ma société à une responsabilité juridique massive. Alors, j'ai coupé votre système jusqu'à ce que justice soit faite. » Antoine, abasourdi, regarda son équipe. « Une dispute à une porte ? Tout ce chaos pour une dispute à une porte ? Idriss, je n'étais pas au courant, balbutia-t-il. Laissez-moi arranger ça. Je mets vos filles sur le prochain vol. Je vire les employés. Rallumez le système, je vous en prie. » Idriss laissa échapper un rire froid, dépourvu de joie. « Antoine, vous pensez qu'on négocie. Ce n'est pas le cas. Vous allez écouter. Virer ces deux-là n'est que le début. On n'a pas encore abordé le plat principal. » De retour à JFK, le terminal était un volcan en éruption. Les passagers criaient, les enfants pleuraient, les agents s'effondraient sous la pression. Clara Rossi, toujours avec Matteo, revint à la charge, son accent italien vibrant de colère. « Vous traitez les gens comme des criminels !» cria-t-elle à Hélène, qui leva les yeux au ciel. « Madame, si vous continuez, je vous fais escorter dehors, » rétorqua-t-elle, son ton dégoulinant de mépris. Matteo, terrifié, se cacha derrière sa mère, son éléphant en peluche tombant par terre. Hélène ramassa le jouet et le jeta négligemment sur le comptoir. « Ramassez vos affaires et partez, » dit-elle. Clara, tremblante de rage, ramassa l'éléphant, ses yeux lançant des éclairs. Aïssa, témoin de la scène, serra les poings. « Comment ose-t-elle » murmura-t-elle à Léa. « Ce n'est pas juste nous. Elle fait ça à tout le monde, qui ne lui plaît pas. » Julien, le jeune agent, risqua un autre regard vers les jumelles. « J'ai entendu Pierre dire à un collègue que les plaintes contre Hélène sont toujours ignorées. » chuchota-t-il. « Ils ont un système pour protéger les leurs, mais cette fois, ça va trop loin. » Pierre, entendant des bribes, s'approcha, furieux. « Julien, tu veux perdre ton job? Arrête de parler aux passagers et retourne bosser. » Julien s'éloigna, mais son courage, même fugace, avait rallumé une flamme dans le cœur de Léa. Elle savait que leur vidéo, toujours dans son téléphone, serait une arme. Elle savait que leur père n'allait pas s'arrêter à un simple appel. Dans le centre de Dallas,
Antoine Berger était en mode crise, mais il ne donnait plus d'ordre. Il les recevait. Idriss, implacable, exposait ses conditions. Premièrement, dit-il, mes filles ne voleront plus jamais avec Global Skyways. J'ai réservé des sièges en première classe sur un vol Air France depuis le terminal, dans 2 heures. Vous enverrez un cadre supérieur au comptoir Air France dans 30 minutes pour s'excuser en personne. Il garantira leur sécurité et leur confort. Antoine griffonna frénétiquement. D'accord, je vais envoyer mon vice-président des opérations, Luc Martin. Il est à JFK. Deuxièmement, poursuivit Idriss, vous récupérerez tous les bagages de mes filles dans l'avion sur le tarmac. Ils seront livrés à la porte Air France. Si un seul article manque, je considérerai cela comme une violation de notre accord. On le fera, promit Antoine, la voix tremblante. Troisièmement, je veux les dossiers complets d'Hélène Dubois et Pierre Laurent, avec toutes les plaintes passées contre eux, envoyées à mon équipe juridique dans l'heure. Ils sont virés, immédiatement, et vous publierez une déclaration publique confirmant leur licenciement pour violation de votre politique anti-discrimination. Antoine hésita. Une déclaration publique était un cauchemar médiatique. Idriss, ça pourrait nous exposer à la responsabilité, coupa Idriss. C'est le but. Vous avez un problème systémique. Mes filles ont juste eu la chance d'avoir un père capable de paralyser votre compagnie. Combien d'autres n'ont pas eu cette chance? Je veux cette déclaration. Antoine céda. D'accord, on la rédigera. Enfin, ajouta Idriss, sa voix tombant dans un registre plus menaçant, vous allez payer. Aurora Tech facture cet audit d'urgence à 6 millions de dollars par heure. Il a commencé il y a 30 minutes. Et vous créerez un fonds de 150 millions de dollars, géré par une association de défense des droits civiques pour les victimes de discrimination dans les transports. Vous l'annoncerez demain dans un communiqué conjoint avec ma société. Antoine sentit son monde s'effondrer. Ce n'était pas une résolution, c'était une exécution. Idriss, c'est de l'extorsion, murmura-t-il. Idriss répondit, glacial. Non, Antoine. C'est une leçon. Le prix d'une éducation que vous auriez dû recevoir il y a longtemps. Mes filles attendent. Le temps presse, et votre facture augmente de 100 $ par minute. La communication coupa. À Dallas, le silence était assourdissant. Puis Antoine explosa. Appelez les avocats, appelez les RP, trouvez Luc Martin et envoyez-le au terminal 1. Et pour l'amour de Dieu, sortez les bagages de cet avion. À JFK, le chaos atteignait son paroxysme. Les télévisions du terminal diffusaient des alertes financières, le cours de l'action GSX chutait en temps réel. Hélène et Pierre, au centre de la tempête, étaient submergés de questions auxquelles ils n'avaient aucune réponse. Hélène, en sueur, son carré blond en désordre, criait dans son talkie-walkie. Pierre, son indifférence envolée, semblait perdu. Il n'avait toujours pas fait le lien avec les 2 adolescentes qu'ils avaient écartées. Aïssa et Léa, assises, observaient, leur cœur battant à l'unisson. Elles savaient que leur père avait déclenché quelque chose d'énorme. Mais jusqu'où cela irait-il? La réponse, elles le sentiraient bientôt, allait ébranler bien plus qu'un terminal d'aéroport. Le géant Global Skyways s'est effondré à genoux, suppliant le pardon après qu'un père outragé, Idriss Camara, a paralysé son empire avec une précision impitoyable. À l'aéroport JFK, le chaos régnait. Des vols cloués au sol, des passagers furieux, des employés dépassés, et un PDG, Antoine Berger, réduit à exécuter les ordres d'un homme qu'il avait sous-estimé. Mais ce n'était pas une simple victoire, c'était une exécution publique, une leçon gravée dans le feu pour que le monde n'oublie jamais le coup de l'injustice. Aïssa et Léa Camara, les 2 adolescentes humiliées, se tenaient au cœur de cette tempête, leur voix devenant un cri universel contre le mépris. Ce chapitre final révèle l'ampleur des conséquences, l'écho d'une indignation qui a transformé une blessure personnelle en un séisme mondial. À JFK, le terminal 4 était un champ de bataille. Les écrans noirs clignotaient toujours leur message implacable. Audit d'intégrité du système en cours. Veuillez patienter.
Les passagers, coincés dans un limbo d'incertitude, formaient des foules hurlantes au comptoir, leurs voix se mêlant aux pleurs d'enfants et aux sonneries incessantes des téléphones. Hélène Dubois, son assurance envolée, transpirait à grosses gouttes, son carré blond en désordre collé à son front. Elle criait dans son talkie-walkie, exigeant des réponses que personne ne pouvait lui donner. Pierre Laurent, son superviseur, n'était plus qu'une ombre de son arrogance initiale, ses yeux écarquillés de panique alors qu'il tentait de calmer une foule enragée. Il n'avait toujours pas compris que leur décision mesquine, 1 heure plus tôt, de refuser l'embarquement à 2 adolescentes noires, avait allumé la mèche de ce désastre. Aïssa et Léa, assises près d'un kiosque Starbucks, observaient la déroute avec un mélange de stupéfaction et de colère contenue. Leur téléphone, contenant la vidéo accablante, reposait dans la main de Léa comme une grenade dégoupillée. À Dallas, dans le centre des opérations de Global Skyways, Antoine Bergère était un homme brisé. La voix d'Idriss Camara, froide et tranchante, résonnait encore dans son esprit. Les exigences d'Idriss n'étaient pas des négociations, c'étaient des commandements. Antoine, entouré de son équipe juridique et de communication, aboyait des ordres dans une salle de crise où les écrans clignotaient d'alertes rouges. « Trouvez Luc Martin !» cria-t-il. « Envoyez-le au terminal maintenant. Et sortez les bagages des camarades de cet avion, même s'il faut le faire à la main. » Son vice-président, Luc Martin, un homme au costume impeccable mais au visage blême, reçut l'appel alors qu'il était coincé dans le trafic de JFK. « Je suis là dans 10 minutes, promit-il, sa voix tremblante. Il savait que sa carrière, être même celle de toute la compagnie, était en jeu. Pendant ce temps, à Manhattan, Idriss Camara se tenait seul dans la salle de réunion du 40e étage d'Aurora Tech, regardant la ville scintiller sous ses pieds. Ses mains, posées sur la table en acajou, étaient immobiles, mais son esprit bouillonnait. Il repensait à la voix brisée d'Aïssa, à la retenue courageuse de Léa. Ses filles, ses étoiles, avaient été traitées comme des criminels pour le simple crime d'exister dans un espace que des esprits étroits jugeaient indigne d'elles. Cette pensée rallumait une rage froide, une détermination à faire payer non seulement Hélène et Pierre, mais tout un système qui permettait à de tels préjugés de prospérer. Son assistante, Sophie, entra discrètement. « Monsieur Camara, Claire Moreau, confirme que l'audit est en cours. Les opérations nord-américaines de Global Skyways sont complètement gelées. » Idriss hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon. « Bien. Et les médias ?» Sophie hésita. « Les premières alertes financières circulent. L'action GSX chute en après-bourse. Les réseaux sociaux commencent à s'agiter. » Idriss esquissa un sourire amer. « Parfait. Qu'ils sentent la pression. » De retour à JFK, la situation empirait. Clara Rossi, la mère italienne vue plus tôt, était revenue à la charge à la porte B33, son fils Matteo toujours agrippé à son éléphant en peluche. « Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça », cria-t-elle à un autre agent, sa voix vibrant d'indignation. « Mon fils a un rendez-vous médical à Rome demain, et vous nous laissez ici sans explication. » L'agent, dépassé, bredouilla. « C'est le système, madame. On ne peut rien faire. » Hélène, passant par là, intervint avec un mépris glacial. « Si vous ne pouvez pas attendre calmement, je ferai venir la sécurité pour vous et votre gamin bruyant. » Matteo, terrifié, éclata en sanglots, enfouissant son visage dans la jupe de sa mère. Clara, les larmes aux yeux, ramassa son fils et s'éloigna, mais pas avant de lancer. « Vous êtes un monstre !» Aïssa, témoin de cette cruauté, serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « Elle n'a aucun cœur !» murmura-t-elle à Léa. « Elle traite tout le monde comme des moins que rien. » Julien, le jeune agent qui avait parlé aux jumelles, tenta une dernière fois de se faire entendre. Il s'approcha de Pierre, son visage pâle mais résolu. « Monsieur Laurent, il faut parler de ce qui s'est passé avec les filles Camara. Ce n'était pas une erreur du système. Hélène les a visées à cause de... » Pierre le coupa brutalement. « Tais-toi, Julien. Tu veux perdre ton emploi ? Retourne à ton poste et ferme-la. » Julien recula, mais son regard croisa celui de Léa. Il hocha légèrement la tête, comme pour dire «
continuez à vous battre. Léa comprit que leur combat ne concernait pas seulement elle. C'était pour Clara, pour Matteo, pour tous ceux que ce système écrasait sous le poids de l'indifférence et du préjugé. Au terminal 1, Luc Martin arriva en courant, son costume impeccable contrastant avec son visage en sueur. Il repéra Aïssa et Léa près du comptoir Air France, où elles attendaient avec leurs bagages à main. Il s'approcha, son expression un mélange de remords forcés et de panique contenue. « Mademoiselle Aïssa, mademoiselle Léa Camara », dit-il, sa voix mielleuse mais tremblante, « je suis Luc Martin, vice-président exécutif de Global Skyways. Au nom de toute notre compagnie, je vous présente nos excuses les plus sincères pour le traitement inacceptable que vous avez subi aujourd'hui. » Il s'inclina légèrement, un geste théâtral qui ne masquait pas la peur dans ses yeux. Aïssa, la flamme dans son regard intact, croisa les bras. « Vos excuses ne changent rien à ce que vos employés nous ont fait. Ils nous ont humiliés devant tout le monde. » Léa, plus calme, mais tout aussi incisive, ajouta. « Et pas seulement nous. Nous avons vu comment ils traitent les autres, comme cette mère et son fils. C'est systématique. » Mangrau, Luc déglutit, conscient que chaque mot était un fil tendu au-dessus d'un gouffre. « Je vous assure que nous prenons cela très au sérieux. Vos bagages sont en route, et je vais personnellement m'assurer que vous montiez à bord de ce vol Air France en première classe. » À cet instant, 2 employés de Global Skyways arrivèrent, poussant un chariot avec les valises des jumelles, intactes mais marquées par la précipitation. Luc s'agenouilla presque, tendant les billets Air France comme une offrande. « S'il vous plaît, acceptez ceci comme un début de réparation. » Aïssa échangea un regard avec Léa. Elle savait que ce n'était pas la fin. Leur père ne s'arrêterait pas là. À Dallas, Antoine Berger était en pleine crise. Les avocats de la compagnie s'arrachaient les cheveux, rédigeant une déclaration publique à la hâte. « Nous confirmons le licenciement immédiat de 2 employés pour violation de notre politique anti-discrimination », lut Antoine à voix haute, sa voix tremblante. « C'est un cauchemar », murmura-t-il à son équipe de communication. « Les médias vont nous déchirer. » Son directeur financier, Paul Lefebvre, intervint, le visage grave. « Ce n'est pas seulement les médias. L'action GSX a chuté de 25% en après-bourse. Les investisseurs paniquent, et cet audit, il nous coûte 6 millions par heure. » Antoine, au bord de l'effondrement, ordonna « Envoyez les dossiers d'Hélène Dubois et Pierre Laurent à l'équipe juridique d'Aurora Tech. » Maintenant. Mais un scandale plus profond éclata. Julien, poussé par sa conscience, envoya anonymement un courriel à un journaliste d'investigation, révélant que les plaintes contre Hélène Dubois, plus de 15 au cours des 3 dernières années, toutes impliquant des accusations de discrimination, avaient été systématiquement étouffées par la direction. Pire encore, un cadre supérieur, François Renaud, avait personnellement bloqué une enquête interne 6 mois plus tôt, qualifiant les plaintes de bruit de fond exagéré. Cette révélation, combinée à la vidéo de Léa, qui fut transmise par l'équipe d'Idriss à un grand média, devint une bombe. Le clip de 3 minutes montrait le mépris d'Hélène, l'arrogance de Pierre et leurs insinuations sur la vérification de paiement. Postée en ligne, elle devint virale en quelques heures, accumulant des millions de vues. Le hashtag « Global cloué au sol » domina les réseaux sociaux, et le nom d'Hélène Dubois devint synonyme de racisme institutionnel. À JFK, la chute d'Hélène et Pierre fut rapide et brutale. La sécurité de l'aéroport arriva à la porte B32, non pas pour escorter des passagers, mais pour eux. Hélène, livide, fut conduite dans un bureau où un représentant des ressources humaines, flanqué d'un Pierre terrifié, l'attendait. « Hélène Dubois, votre emploi est résilié avec effet immédiat pour faute lourde et violation des politiques de l'entreprise », annonça le représentant, lui tendant une boîte pour ses effets personnels. Son badge fut désactivé avant qu'elle ne quitte la pièce. Pierre subit le même sort, son autorité réduite à néant. Ils quittèrent le terminal sous les regards accusateurs des passagers qu'ils avaient méprisés. Mais leur véritable châtiment ne faisait que commencer. La vidéo virale transforma Hélène en paria. Son nom fut traîné dans la boue, son passé disséqué. Elle tenta de retrouver un emploi dans l'aviation, mais aucune compagnie ne voulut d'elle. En un an,
Elle dut vendre sa maison et déménager loin, un fantôme de son ancienne arrogance. Pierre, quant à lui, découvrit que son dossier était taché par des plaintes similaires, ignorées par une direction complaisante. Son licenciement déclencha une refonte complète des processus internes de Global Skyways. Il finit par travailler comme gardien de nuit dans un entrepôt, son pouvoir réduit à surveiller des palettes dans l'obscurité. François Renaud, le cadre qui avait étouffé les plaintes, fut forcé de démissionner sous la pression publique, son nom devenant un symbole de l'échec systémique. La colère des réseaux sociaux ne faiblit pas. Des témoignages d'autres victimes de discrimination par Global Skyways émergèrent, alimentant un mouvement plus large. Clara Rossi, la mère italienne, posta une vidéo larmoyante sur son propre calvaire, décrivant comment Matteo avait pleuré toute la nuit, terrifié par l'idée de ne pas revoir son médecin à Rome. Cette vidéo, partagée des milliers de fois, ajouta du carburant à l'incendie. Global Skyways paya un prix astronomique. L'arrêt des opérations dura 3 heures et demie, clouant au sol 182 vols. Le coût direct, reroutage des passagers, heures supplémentaires, frais aéroportuaires et la facture d'Audi d'Idriss dépassa les 50 millions de dollars. Mais le véritable désastre fut la chute de l'action GSX, qui perdit 28% de sa valeur à l'ouverture des marchés, effaçant 2,5 milliards de dollars de capitalisation. Antoine Berger dut s'excuser publiquement lors d'une conférence de presse télévisée, son visage défait. Le fonds de 150 millions de dollars pour les victimes de discrimination, annoncé conjointement avec Aurora Tech, fut perçu non comme un geste de bonne volonté, mais comme une admission de culpabilité. La marque Global Skyways devint synonyme d'échec moral, un cas d'école dans les manuels de gestion de crise. Aïssa et Léa, escortées par Luc Martin jusqu'au salon première classe d'Air France, furent traitées comme des reines. Leurs bagages arrivèrent intacts, et le commandant de bord vint personnellement les accueillir à bord, leur promettant un voyage parfait. Elles atterrirent à Paris et vécurent un été inoubliable à la Sorbonne, leur intelligence et leur charisme conquérant professeurs et camarades. Une semaine après leur arrivée, elles parlèrent à Idriss via un appel vidéo. Il semblait fatigué, mais inébranlable. « Ce que j'ai fait était extrême, admit-il. Mais ils ont attaqué mes filles. Je voulais que le monde sache qu'il y a des conséquences. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui subissent ces injustices quotidiennes. » Aïssa, toujours ardente, sourit. « Message reçu, papa. » Léa, plus introspective, murmura. « Ce jour-là, je me suis sentie si petite. Puis tu as agi. Et on ne l'était plus. » Elle comprit son père d'une manière nouvelle. Il n'avait pas seulement dégagé un chemin, il avait rasé une forêt pour faire entendre son message. 5 ans plus tard, sur la terrasse de leur maison dominant Manhattan, les Camara se réunissaient sous un ciel doré. Aïssa, 21 ans, étudiante en sciences politiques à Sciences Po Paris, était devenue une oratrice redoutable, présidant une association étudiante et visant une carrière diplomatique. Léa, à Columbia, excellait en journalisme et droit, ses enquêtes sur les droits civiques attirant l'attention nationale. Idriss, les tempes grisonnantes, les regardait avec une fierté silencieuse. L'incident de JFK était une cicatrice dans leur histoire familiale, un moment qui avait redessiné leur destin. Une alerte sur le téléphone de Léa ramena le sujet. « Regardez ça », dit-elle, un sourire ironique. Phoenix Air, l'ancien Global Skyways, vient de régler un autre procès pour discrimination. Ils appellent ça le protocole Camara maintenant. Toute plainte sérieuse va directement au PDG. Aïssa secoua la tête. Une journée, un appel, et on a changé leur ADN. Non. Idriss parla, sa voix rauque d'émotion. Pendant longtemps, j'étais défini par Aurora Tech. Mais, ce jour-là, j'ai compris que mon vrai héritage, c'est vous. Je ne regrette rien, mais je regrette le monde qui a rendu ça nécessaire. Il posa ses mains sur la table. Mon espoir est que vous construisiez un monde où mon arme ne sera plus jamais needed. Vous combattrez avec des lois, des idées, la vérité. Le soleil se coucha,
peignant le ciel de pourpre. L'histoire de JFK n'était plus seulement celle de 2 filles refusées à l'embarquement. C'était celle d'une injustice transformée en mission. La colère d'Hélène et Pierre avait été écrasée, mais le véritable héritage était Aïssa et Léa, 2 jeunes femmes résolues à réparer un système brisé. Leur père avait gagné la bataille, mais elles préparaient la guerre. L'histoire d'Aïssa et Léa Camara, ces 2 adolescentes humiliées à l'aéroport JFK par des employés de Global Skyways, est bien plus qu'un simple récit d'injustice. Elle est une claque retentissante, un miroir tendu à notre société, révélant les failles d'un système où le préjugé peut encore dicter des décisions et briser des rêves. En tant que Français, profondément attachés aux idéaux de liberté, égalité, fraternité, cette histoire résonne avec une force particulière. Elle nous oblige à regarder en face les discriminations qui persistent, même dans des contextes aussi universels qu'un aéroport, et à réfléchir à notre rôle dans la lutte contre elles. Ce récit, chargé d'indignation et de triomphe, offre des leçons puissantes, applicables à notre quotidien, que ce soit dans nos interactions personnelles, notre vie professionnelle ou notre engagement citoyen. D'abord, cette histoire met en lumière la violence insidieuse des préjugés. Hélène Dubois et Pierre Laurent n'ont pas seulement refusé l'embarquement à 2 jeunes filles. Ils ont jugé leur légitimité en fonction de leur apparence, de leur couleur de peau. Ce type de discrimination, souvent masqué sous des excuses bureaucratiques comme une « alerte système », est un poison qui ronge la dignité humaine. En France, où la diversité est une réalité vibrante, nous devons rester vigilants face à ces micro-agressions. Que ce soit dans un café parisien, un bureau à Lyon ou une école à Marseille, chaque regard biaisé, chaque remarque déplacée peut avoir un impact dévastateur. La leçon ici est claire. Nous devons cultiver une conscience aiguë de nos propres biais. Cela commence par l'écoute et l'observation, comme Léa, qui a su documenter l'injustice avec son téléphone, transformant une blessure en preuve. Appliquons cela dans notre vie. Soyons attentifs aux injustices autour de nous, même les plus subtiles, et osons les confronter, que ce soit par un mot, un geste ou une action. Ensuite, l'histoire illustre le pouvoir de la solidarité. Le personnage de Marie Lefebvre, la retraitée française, qui a tenté de défendre Aïssa et Léa, incarne cet esprit de fraternité si cher à la culture française. Bien qu'elle ait été rabrouée, son intervention a montré que l'indignation face à l'injustice transcende les âges et les origines. De même, Julien, le jeune employé qui a risqué son emploi pour révéler la vérité, nous rappelle que le courage peut venir des endroits les plus inattendus. Dans notre société, où l'individualisme peut parfois prédominer, cette histoire nous enseigne l'importance de se lever pour les autres. Que ce soit en soutenant un collègue victime de discrimination, en signalant une injustice dans notre communauté ou en amplifiant les voix marginalisées, nous avons tous un rôle à jouer. La solidarité, c'est agir, même lorsque c'est inconfortable, car, comme l'a montré Idriss Camara, une seule voix peut déclencher une tempête. Un autre enseignement majeur est la puissance de l'action déterminée face à l'adversité. Idriss Camara, en utilisant son influence pour paralyser Global Skyways, a transformé une douleur personnelle en un message universel. Son geste, bien que radical, reflète une valeur française profonde, la défense de la justice, même au prix d'un conflit. En France, l'histoire des mouvements sociaux, des grèves et des manifestations nous rappelle que le changement naît souvent d'une indignation transformée en action. Pour nous, cela signifie ne pas rester passif face à l'injustice. Que ce soit en écrivant à une entreprise, en participant à une pétition ou en s'engageant dans une association, chaque action compte. L'histoire des Camara nous pousse à utiliser les outils à notre disposition, notre voix, nos compétences, nos réseaux, pour faire entendre la vérité et exiger des comptes. Cependant, cette histoire soulève aussi une question éthique. Jusqu'où peut-on aller pour obtenir justice? La décision d'Idriss de paralyser une compagnie entière affectant des milliers de passagers innocents est à la fois admirable et troublante. Elle nous invite à réfléchir à l'équilibre entre justice et proportionnalité. En France, où le débat public est une tradition,
nous devons peser les conséquences de nos actions. L'indignation est un moteur puissant, mais elle doit être canalisée avec sagesse pour éviter de causer des dommages collatéraux. Cette leçon s'applique à nos combats quotidiens. Lorsque nous dénonçons une injustice, faisons-le avec précision et humanité, en visant les vrais responsables plutôt que de punir indiscriminément. Enfin, l'évolution d'Aïssa et Léa, devenues des figures inspirantes dans leur domaine, montre que l'adversité peut forger une résilience extraordinaire. Leur parcours rappelle une valeur française essentielle, la persévérance face aux obstacles. À l'image des grandes figures de notre histoire, de Jeanne d'Arc à Simone Veil, elles ont transformé une blessure en mission. Pour nous, cela signifie que chaque épreuve, qu'elle soit personnelle ou collective, est une opportunité de grandir et de contribuer au bien commun. Que nous soyons étudiants, employés ou citoyens, nous pouvons tirer de nos expériences des leçons qui nous poussent à agir pour un monde plus juste. En conclusion, l'histoire des jumelles Camara est un appel à l'action. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un cadeau, elle se conquiert. En France, où l'égalité est un pilier de notre identité, nous avons la responsabilité de combattre les préjugés, de pratiquer la solidarité et d'agir avec courage. Prenons exemple sur Aïssa, Léa et Idriss. Ne restons pas silencieux face à l'injustice, mais transformons notre indignation en changement concret. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en un monde où personne n'est jugé pour son apparence, alors agissez. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent l'entendre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos récits d'inspiration et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour montrer votre engagement. Ensemble, faisons résonner ce cri pour un monde plus équitable. L'histoire d'Aïssa et Léa Camara, ces deux adolescentes noires humiliées à l'aéroport JFK par des employés de Global Skyways, est un récit qui transcende le simple cadre d'un incident isolé. C'est une parabole moderne, un cri de rage contre l'injustice et un appel vibrant à l'action pour une société plus équitable. En France, où les principes de liberté, égalité, fraternité sont gravés dans l'âme collective, cette histoire résonne avec une intensité particulière, nous confrontant à la réalité persistante des discriminations et à notre responsabilité collective de les combattre. Ce drame, chargé d'indignation, de douleur et d'un triomphe retentissant, offre des leçons profondes, applicables à notre quotidien, que ce soit dans nos interactions personnelles, nos lieux de travail, ou notre engagement en tant que citoyen. Elle nous pousse à réfléchir à la manière dont nous pouvons, à notre échelle, transformer l'indignation en changement concret, et elle nous rappelle que la justice est une lutte de chaque instant. Une violence insidieuse révélée, l'un des aspects les plus bouleversants de cette histoire, est la manière dont elle expose la violence insidieuse des préjugés. Hélène Dubois et Pierre Laurent, en refusant l'embarquement à Aïssa et Léa sous prétexte d'une alerte système, n'ont pas seulement commis une erreur administrative. Ils ont jugé ces deux jeunes filles indignes de leur place en classe affaires à cause de leur couleur de peau. Ce type de discrimination, masquée sous des justifications bureaucratiques, est une blessure qui s'infiltre dans les interstices de la vie quotidienne. En France, où la diversité est une richesse célébrée dans les discours, mais parfois bafouée dans les actes, cette histoire nous oblige à ouvrir les yeux. Que ce soit dans un métro bondé à Paris, une salle de classe à Toulouse, ou un entretien d'embauche à Lille, les microagressions, un regard suspicieux, une remarque condescendante, peuvent avoir un impact dévastateur. La leçon est limpide. Nous devons apprendre à reconnaître nos propres biais et ceux des autres. Comme Léa, qui a su documenter l'injustice avec son téléphone, nous devons être attentifs, vigilants et prêts à agir. Cela peut signifier confronter un collègue qui fait une remarque déplacée, signaler une injustice dans notre communauté ou simplement écouter ceux qui se sentent marginalisés. Chaque pas compte pour démanteler ces préjugés insidieux. La puissance de la solidarité, l'histoire met également en lumière la force de la solidarité, une valeur profondément ancrée dans la culture française. Marie Lefebvre, la retraitée qui a tenté de défendre Aïssa et Léa, malgré son propre inconfort, incarne cet esprit de fraternité. Bien que rabroué par Hélène, son geste a montré que l'indignation face à l'injustice
transcende les générations et les origines. De même, Julien, le jeune employé qui a risqué sa carrière pour révéler les pratiques discriminatoires d'Hélène, nous rappelle que le courage peut surgir des endroits les plus inattendus. En France, où les mouvements citoyens, des manifestations des Gilets jaunes aux mobilisations pour les droits des minorités, ont façonné l'histoire récente, cette solidarité est un moteur de changement. Appliquons cela dans nos vies. Soutenons un voisin victime d'injustice, amplifions les voix des discriminés sur les réseaux sociaux, ou participons à des initiatives communautaires. La solidarité, c'est refuser de fermer les yeux, même lorsque c'est difficile. C'est choisir de se lever, comme Marie et Julien, pour dire « ce n'est pas acceptable ». Le pouvoir de l'action déterminée, l'action d'Idriss Camara, qui a paralysé Global Skyways en invoquant une clause obscure de son contrat, est un exemple saisissant du pouvoir de l'action déterminée. Sa rage, canalisée avec une précision chirurgicale, a transformé une blessure personnelle en un message universel. L'injustice ne restera pas impunie. En France, où la tradition des luttes sociales est forte, cet acte résonne comme un écho des grandes grèves et des combats pour les droits. Idriss nous enseigne que l'indignation seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'actions concrètes. Pour nous, cela peut prendre des formes plus modestes, mais tout aussi significatives. Écrire une lettre à une entreprise qui tolère des pratiques discriminatoires, rejoindre une association de défense des droits, ou voter pour des politiques qui promeuvent l'égalité. Chaque geste, même petit, est une pierre ajoutée à l'édifice d'un monde plus juste. L'histoire des Camara nous rappelle que nous avons tous des leviers à notre disposition, notre voix, nos compétences, notre influence, et qu'il faut les utiliser avec audace. Une réflexion éthique sur le pouvoir, cependant, l'ampleur de l'action d'Idriss soulève une question éthique cruciale. Où tracer la ligne entre justice et excès? En paralysant une compagnie entière, affectant des milliers de passagers innocents comme Clara Rossi et son fils Matteo, Idriss a obtenu justice pour ses filles. Mais à quel prix? En France, où le débat public est une institution, cette question est essentielle. Nous valorisons la justice, mais nous chérissons aussi la mesure. L'idée que les moyens doivent être proportionnels aux fins. Cette histoire nous invite à réfléchir à la manière dont nous exerçons notre pouvoir, qu'il soit grand ou petit. Lorsque nous dénonçons une injustice, nous devons viser les vrais responsables sans causer de tort inutile. Par exemple, dans une entreprise, signaler un comportement discriminatoire à un supérieur ou aux ressources humaines est plus efficace que de blâmer un département entier. Cette leçon d'équilibre est cruciale pour que nos combats restent justes et humains. La résilience face à l'adversité, l'évolution d'Aïssa et Léa, devenues des figures inspirantes dans leurs domaines respectifs, est une ode à la résilience. Leur expérience à JFK aurait pu les briser, mais elles en ont fait une source de force. Aïssa, avec sa fougue, canalise son énergie dans la politique, tandis que Léa, observatrice et réfléchie, utilise son talent pour le journalisme d'investigation. Leur parcours rappelle des figures françaises comme Simone Veil, qui a transformé les épreuves personnelles en combats universels. Pour nous, cela signifie que chaque injustice, chaque obstacle, est une opportunité de grandir. Que nous soyons confrontés à une discrimination au travail, à une exclusion sociale ou à un échec personnel, nous pouvons choisir de transformer la douleur en détermination. Cette résilience est une invitation à ne jamais baisser les bras, à poursuivre nos rêves avec la même ténacité que les jumelles Camara. Un appel à transformer l'indignation en action. Cette histoire n'est pas seulement un récit, c'est un manifeste. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un don du ciel, mais une conquête. En France, où l'égalité est un pilier de notre identité républicaine, nous avons une responsabilité collective de combattre les préjugés, de pratiquer la solidarité et d'agir avec courage. L'histoire des Camara nous montre que l'indignation peut être un moteur puissant, mais seulement si elle est transformée en action. Prenons exemple sur Aïssa, qui a refusé de se taire face à l'injustice, sur Léa, qui a documenté la vérité, et sur Idriss, qui a utilisé son pouvoir pour envoyer un message inoubliable. Dans nos vies, cela peut signifier signaler une discrimination au travail, soutenir une association locale
ou éduquer nos proches sur l'importance de l'inclusion. Chaque geste compte, car, comme l'a montré cette histoire, une seule voix peut déclencher une révolution. Une invitation à construire un monde meilleur, l'héritage des Camara est clair. Un monde plus juste est possible, mais il dépend de nous. En France, où la diversité est une force, et où les luttes pour l'égalité ont façonné notre histoire, nous devons continuer à bâtir des systèmes qui protègent plutôt qu'ils excluent. Cela commence par des actions simples. Écouter les victimes d'injustice, confronter les préjugés dans nos cercles et exiger des comptes de ceux qui abusent de leur pouvoir. Aïssa et Léa, par leur résilience, nous montrent que les blessures peuvent devenir des armes pour le changement. Idriss, par sa détermination, nous rappelle que le pouvoir, lorsqu'il est utilisé pour la justice, peut transformer des industries entières. Ensemble, nous pouvons construire un monde où personne n'est jugé pour son apparence, où chaque voix est entendue et où la dignité est un droit inaliénable. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez en un monde où l'injustice ne triomphe pas, alors passez à l'action. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, tous ceux qui doivent entendre ce message. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants qui montrent le pouvoir de la justice. Et surtout, laissez un commentaire avec le mot « justice » pour affirmer votre engagement à combattre les discriminations. Ensemble, faisons entendre nos voix, amplifions ce cri pour l'égalité et construisons un avenir où personne n'est laissé sur le côté d'une porte d'embarquement. Justice. Dites-le avec nous.